Eh dis donc, t'as vu les canards là-bas? Ah ouais? Et ils ont quoi? Ce sont des canards subatomiques. N'importe quoi. Oui, écoute bien, ils font pas coin-coin, ils font quack-quack. Quack-quack, quack-quack, quack-quack. Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à un Clems 99 991 et on voit un peu comment fonctionne le LHC. Déjà, avant d'expliquer comment fonctionne le LHC, on va peut-être se demander ce que ça veut dire LHC. LHC, ça veut dire Large Hadron Collider. Bon, large en anglais, ça veut dire grand. Et pour être grand, il est grand le LHC. Il fait 27 km de circonférence. Bon, hadron, c'est pour hadron, mais on en a déjà parlé dans cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, un hadron, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un hadron, c'est ce qui est composé par plusieurs quarks. Et les quarks, c'est quoi? C'est tout simplement les briques élémentaires qui composent la matière. Par exemple, un proton ou un neutron est composé de 3 quarks. Ce sont donc des hadrons. Et puis, il nous reste quoi? Il reste collider, et ça, c'est pour collisionneur. Donc, le LHC, c'est le grand collisionneur de hadrons. Sauf qu'avant de les collisionner, faut déjà les accélérer. On a besoin qu'ils prennent de la vitesse. Ça, c'est pareil que les hadrons, les accélérateurs de particules, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'était dans cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu que pour accélérer des particules, il faut que ces particules soient chargées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut mettre une tension électrique pour pouvoir l'accélérer. On a dit à l'instant que les protons et les neutrons sont des hadrons. Le neutron, je rappelle qu'au niveau électrique, c'est 0 charge. La charge électrique du neutron est nulle. Par contre, on sait que le proton a une charge positive. Il a donc une charge électrique. Le LHC va donc accélérer des protons. En vrai, pas que. Il y a aussi des ions plomb, par exemple. Mais pour l'explication de cette vidéo, on va utiliser que des protons. Ça sera plus simple. Enfin, il reste un dernier point à voir avant de commencer vraiment l'explication du LHC en tant que tel. On va parler d'une unité d'énergie un peu spécifique, l'électronvolt. Cette unité, elle n'est utilisée que quand on parle de particules subatomiques. Et qu'est-ce que c'est un électronvolt? Eh bien, tout simplement, c'est l'énergie cinétique que va prendre un électron au repos quand il va être soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Et là, normalement, vous devez vous poser une question, c'est mais pourquoi on n'utilise pas le joule? Et pourquoi on utilise l'électronvolt? C'est une question d'échelle. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Eh bien tout simplement, l'énergie cinétique que prend notre électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt est de 1,6 10 puissance moins 19 joules. C'est-à-dire un chiffre extrêmement petit. C'est donc plus facile de dire que l'énergie va être de 1 électronvolt. C'est une sorte de décalage de zéro si vous préférez. Et bien sûr, en fonction de l'énergie cinétique, il va y avoir les multiples de l'électronvolt. Si on est en présence d'une énergie cinétique de 1000 électronvolts, on sera en présence de 1 keV. Mais non, keV c'est kilo-électronvolt. 1 million d'électronvolts, ça va être le MeV, le méga électronvolt, et on peut continuer comme ça. Pour 1 milliard d'électronvolts, ça sera le giga électronvolt. Pour 1000 milliards, ça sera même le téra-électronvolt. En plus, le téra-électronvolt, on va en entendre parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie cinétique qui va être donnée à nos hadrons. Tout ça grâce au LHC. D'ailleurs, maintenant qu'on a parlé du LHC, on va enfin pouvoir expliquer comment il fonctionne. Alors, je vais le dire tout de suite. Le LHC est un assemblage de plein de technologies extrêmement complexes. Pour ceux qui ont l'habitude de cette chaîne, vous savez qu'on aime bien simplifier pour comprendre comment ça marche. On ne veut pas faire la vis pointue, ou du moins, ça sera dans des vidéos bien spécifiques. Là, on veut voir le truc dans son ensemble. Donc je préviens tout de suite, ça va être très light. On va juste comprendre comment on amène à 7 téraélectronvolts un proton. D'ailleurs, le proton, d'où il vient? Enfin, je dis le proton. Je devrais dire des centaines de milliards de protons. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Si je veux que des protons se percutent les uns contre les autres, il me faut des gros paquets. Bon, on l'a déjà vu sur cette chaîne, trouver des protons, c'est pas forcément évident. Des protons qui sont tout seuls, là, tout nus, sans électrons, ça n'existe pas. Oui, on sait très bien que le proton, il va être dans des noyaux atomiques. Mais il y a toujours des électrons qui vont graviter autour. Comme je viens de le dire, il n'est jamais tout seul. Alors, on parle de noyau atomique, mais on sait aussi que le noyau de l'atome d'hydrogène, c'est un seul proton. Donc là, déjà, on arrive à le trouver tout seul. Mais comme je l'ai dit juste avant, il va y avoir un cortège électronique tout autour. En fait, l'atome d'hydrogène, il va nous poser 2 problèmes. Le premier problème, je viens de l'expliquer. Il y a au moins un électron qui tourne autour. Vous vous rappelez, il faut qu'un atome soit électriquement neutre. Si j'ai qu'un proton, il me faut un électron. Un plus, un moins. Il faut que l'ensemble soit électriquement neutre. Et faire accélérer quelque chose qui est électriquement neutre, on a vu que c'était pas possible. Je vous ai dit en plus qu'il y avait un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que l'atome d'hydrogène n'existe pas tout seul. Il est forcément en liaison avec un autre atome d'hydrogène. C'est le gaz dihydrogène. Donc en gros, on a 2 protons avec 2 électrons. Il va donc falloir réussir à séparer ce proton des électrons pour récupérer 2 protons tout seuls, tout nus. Et ça, c'est possible dans une configuration particulière. Une configuration qu'on a déjà vue aussi sur cette chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu ici?
On a vu qu'il y avait plusieurs états pour la matière. Les habituels qu'on connaît tous, solide, liquide, gazeux. Mais il y en a un quatrième qu'on a déjà vu quand on a parlé de la fusion nucléaire. La matière peut être dans l'état de plasma. Vous savez que si on faisait une montée en température, on passerait de solide à liquide. Puis si on continue à la monter en température, on passerait de liquide à gazeux. Là, en général, au collège-lycée, on s'arrête là. Et en fait, si on va chauffer à plusieurs dizaines de milliers de degrés Celsius, on va pouvoir passer à un état supplémentaire, le quatrième état de la matière, le plasma. Et donc, en état de plasma, les électrons et les noyaux se séparent. On se retrouve dans cette espèce de soupe où il y a un mélange d'électrons et de noyaux atomiques. Sauf que là, on est avec du dihydrogène. Donc ce plasma va séparer les électrons des protons. Intéressant. Et oui, intéressant. Elle est là notre solution pour récupérer nos protons. On va enfin pouvoir avoir des particules chargées qu'on va pouvoir accélérer. Dans une première version du LHC, on avait ce qu'on appelait un duoplasmatron. En fait, c'est ce que je viens de vous expliquer. On prenait une bouteille de dihydrogène, on injectait le gaz dans une chambre, et dans cette chambre, on faisait monter le dihydrogène en température, de telle façon à passer à l'état de plasma. Ça créait cette soupe, comme je disais, où il y a des électrons et des protons qui cohabitaient, deux électrodes, les électrons allaient d'un côté, les protons de l'autre, et on n'avait plus qu'à accélérer les protons. Sauf que, depuis, il y a eu une évolution. Les scientifiques se sont rendus compte que c'était plus facile d'accélérer notre proton s'il était accompagné d'électrons. Enfin, d'électrons. De plus que d'un électron, de deux. On va devoir créer ce qu'on appelle un ion hydrure, un ion H-. Et donc c'est pour ça que notre dihydrogène va être chauffé à 13 000 degrés Celsius et donc passer à l'état de plasma. Et contrairement à avant, on va le faire passer dans du césium. Le césium va lui donner deux électrons et donc on va se retrouver avec un ion H-. Pourquoi l'ion H-? Eh bien tout simplement parce qu'on va pouvoir plus facilement l'accélérer, il va gagner plus de vitesse qu'avant, et en plus ça va nous permettre d'avoir des paquets plus compacts. Donc ça y est, on a bien une particule, un ion hydrure, H-, qui est chargé électriquement. On va enfin pouvoir l'accélérer. On va aller dans ce qu'on appelle le LINAC 4. C'est un accélérateur linéaire où bien sûr on va mettre des différences de potentiel pour accélérer les ions hydrures. On va donc appliquer à notre LINAC des tensions qui sont de l'ordre de centaines de kilovolts et donc ces tensions qui vont être appliquées à nos ions hydrures vont le faire monter très vite en vitesse. Ils vont même atteindre une énergie cinétique en sortie du LINAC 4 de 160 MeV et ce en moins de 90 mètres, 86 même pour être précis. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ces 86 mètres, on part de zéro et on atteint un peu plus de 50% de la vitesse de la lumière. Et on est encore loin de la vitesse maximale. Donc là, on a accéléré suffisamment nos ions hydrures, on n'a plus besoin d'avoir des ions hydrures. On va avoir besoin de récupérer nos protons. En fait, juste avant de rentrer dans le complexe d'accélérateur suivant, on va faire passer nos ions hydrures dans une fine feuille de carbone. Cette fine feuille de carbone va donc éplucher nos ions hydrures de ces électrons afin de ne laisser passer que les protons. Et là, nos protons, ils vont rentrer, donc comme je le disais, dans un deuxième accélérateur de particules. Cette fois-ci, ça va être un complexe de synchrotrons, je vous explique ça juste après. C'est ce qu'on appelle le proton synchrotron booster, le PSB. En gros, si vous voulez, nos paquets de protons, ils vont être divisés en 4 parties. 4 parties qui vont rentrer chacun dans un synchrotron dédié. Ces 4 synchrotrons seront identiques et seront empilés. Il y aura 4 synchrotrons, les uns au-dessus des autres. Donc là, on vient de dire que c'est un synchrotron, donc c'est un tor. Un tor de 157 mètres de circonférence. Là, on commence à augmenter les tailles, là, ça commence à grandir. Et le PSB, il porte bien son nom de booster, parce qu'il va nous faire passer les protons de 160 MeV à 1,4 gigaélectronvolts. Nos protons sont alors à 90% de la vitesse de la lumière. Et c'est pas fini! Ah non, c'est pas fini du tout même. Les 4 paquets vont se réunir en sortie du PSB. On va se retrouver donc avec notre paquet initial, mais accéléré si vous voulez. Et on va encore rentrer dans un nouveau synchrotron. Mais alors cette fois-ci, il va être encore plus grand. Il va faire 630 mètres de circonférence. Et lui, il va donc faire passer l'énergie cinétique de nos protons de 1,4 gigaélectronvolts à 25 gigaélectronvolts. Là, on arrive à 99,9% de la vitesse de la lumière. Et c'est pas fini. Est-ce que vous savez où on va envoyer notre paquet de protons? Non. Eh ben encore dans un nouveau synchrotron. Un synchrotron encore plus grand. La circonférence n'est plus en mètres, mais en kilomètres. Il fait 7 km de circonférence. Ce qui va faire monter notre énergie cinétique à 450 gigaélectronvolts. On est alors à 99,999,783% de la vitesse de la lumière. Et c'est toujours pas fini. Cette fois-ci, on va enfin rentrer dans le LHC. Bon, le LHC, c'est un synchrotron aussi, hein. Mais alors lui, on l'a dit tout à l'heure, c'est 27 km de circonférence. Sauf qu'on a dit que le LHC, au-delà d'être un accélérateur de particules, c'est surtout un collisionneur. Et franchement, si tous nos paquets tournent dans le même sens, bah ils collisionneront jamais, hein. Du coup, le SPS, là, vous savez, le synchrotron qu'on vient de voir, là, juste avant le LHC, eh bien, il y a deux sorties différentes, deux bretelles différentes, qui vont donc envoyer des paquets de protons dans deux sens différents dans le LHC. En effet, dans le LHC, il y aura deux cavités différentes qui vont faire accélérer les protons, mais dans deux sens différents. Deux cavités qui ne se rejoignent jamais. C'est un peu comme sur une autoroute. Il y a des voitures dans un sens, des voitures dans l'autre, et il n'y a jamais aucune qui se percute. Enfin, presque jamais.
mais vous avez compris l'idée. Et donc là, le LHC, il va remplir son rôle d'accélérateur de particules, et non de collisionneur pour l'instant. On va faire tourner en rond les paquets de protons. Et ils vont en faire des tours, des 27 km plus 27 km plus 27 km pour pouvoir atteindre l'énergie cinétique qu'on veut. Les 7 téraélectronvolts. Et 7 téraélectronvolts, ça veut dire que la vitesse de nos protons est de 99,999% de la vitesse de la lumière. C'est pas fini. Ah si, c'est fini, on n'ira pas plus vite. Maintenant, on va faire un truc important. Je vais vous réexpliquer un truc qu'on a vu sur les synchrotrons. Évidemment, quand j'avais parlé des synchrotrons dans la vidéo dédiée, on avait dit que pour faire tourner des particules, il fallait des aimants. Effectivement, il faut pouvoir les dévier pour qu'ils prennent un sens courbe. Sauf que quand on est aussi proche de la vitesse de la lumière, imaginez-vous la puissance des aimants qu'on doit avoir. Pour que vous compreniez un peu le délire, vous avez déjà fait du tourniquet, vous avez déjà pris des virages avec vos voitures, vous sentez déjà la force centrifuge quand on est à une certaine vitesse. Là, on est à la vitesse de la lumière. Imaginez-vous l'ampleur que va prendre la force centrifuge. Donc, qui va essayer d'envoyer nos protons vers l'extérieur. Sauf que nous, on veut non seulement compenser la force centrifuge, mais en plus, on veut aller au-delà pour les faire tourner. Vous vous doutez bien que là, on va rentrer dans des trucs complètement fous. Les électroaimants vont développer plus de 8 Tesla. Par exemple, le champ magnétique terrestre est de 50 micro-Tesla. Donc 10 puissance moins 6 Tesla. Et nous, on est de l'ordre de 8 Tesla. Je vous dis tout ça, c'est surtout pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est énorme. Un peu comme ma... Sauf que les électroaimants qu'on connaît, ceux qui sont par exemple dans les moteurs électriques, ça développe pas cette puissance-là. Et pourtant, déjà, on va consommer pas mal d'intensité. Je vous rappelle qu'un électroaimant, qu'est-ce que c'est? C'est une bobine de cuivre dans laquelle on fait passer un courant qui va créer un champ magnétique. Sauf que déjà, pour avoir un champ magnétique de quelques millitesla, il faut développer une intensité assez énorme. Sauf qu'aussi, on a déjà vu ici, quand on a vu de l'électricité, si on fait passer un courant dans une bobine, cette bobine a une résistance électrique. Résistance qui va nous créer un échauffement. C'est ce qu'on appelle la puissance par perte joule. La puissance par perte joule, c'est RI carré. Donc R pour la résistance électrique. Et I au carré, I c'est l'intensité, c'est le courant qu'on va y mettre, et ça porté au carré. Donc si on veut avoir 8 Tesla, soit on augmente énormément l'intensité, soit il faut trouver un moyen de baisser la résistance parce que ça va être très compliqué, sinon les chaleurs développées vont être trop importantes et on va tout faire fondre. Et c'est pour ça que nous allons voir pour la première fois sur la chaîne, et on va pas développer, on fera peut-être une vidéo dédiée, les supraconducteurs. Puisque les électroaimants qui sont dans le LHC, ce sont des supraconducteurs. Sauf que la supraconductivité, on la retrouve qu'à très basse température. C'est pour ça que si vous entendez parler du LHC, on vous dira que c'est un des endroits où il fait le plus froid au monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va prendre de l'hélium qui va nous permettre de refroidir à moins 271 degrés Celsius. Pour que vous compreniez bien, le zéro absolu, c'est moins 273,15 Celsius. Donc on est quasiment au zéro absolu. Tout simplement pour faire chuter la résistance des bobines et donc pour pouvoir y injecter une intensité suffisante pour créer nos 8 Tesla. C'était une petite aparté, mais ça me semblait important de vous en parler parce que c'est une vraie spécificité du LHC. Or, revenons à nos moutons parce qu'on n'a pas fini d'expliquer ce qui se passe dans le LHC. Parce que pour l'instant, nous, nos paquets de protons, ils tournent en rond, mais ils se percutent pas. Et bien tout simplement, nos deux cercles, ils vont pouvoir se rejoindre en 4 points différents. Tout simplement des aimants qui vont permettre de les faire se rejoindre et donc se percuter. À ces 4 points, évidemment, parce qu'on va pas juste les faire se percuter pour dire waouh, ils se sont percutés. Nous, on veut voir ce que ça va faire. Enfin, les physiciens, en tout cas, eux, ils ont besoin d'approfondir la physique des particules. C'est pour ça qu'en ces 4 points, il y a 4 expériences et qui sont complémentées par 3 autres que je vais vous détailler ici. Quand je dis détailler, vous comprenez, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Mais en fait, chaque expérience devrait avoir une vidéo dédiée pour pouvoir vraiment voir le truc dans son ensemble. On va une fois de plus survoler. On va commencer par Alice. Alice, c'est pas juste parce que c'est un prénom, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire a Large Collider Experiment. Je me suis amélioré en anglais quand même. En gros, cette expérience, elle essaye de voir ce qui s'est passé pendant le Big Bang. Ensuite, on va voir l'expérience la plus connue. Et vous allez voir qu'en fait, vous en avez déjà entendu parler. C'est obligé. On a Atlas, a Toroidal LHC Apparatus. Alors pourquoi je dis que vous en avez déjà entendu parler? C'est grâce à ça que les physiciens ont pu confirmer ce qu'ils pressentaient depuis longtemps. Ils ont pu confirmer l'existence du boson de Higgs. Boson de Higgs, et vous savez, si vous voulez qu'on en parle dans une prochaine vidéo, posez-moi la question dans les commentaires. On continue avec le CMS, le Compact Muon Solenoid. Lui, le CMS, il sert plus à essayer de découvrir des nouvelles particules, d'approfondir la physique des particules. Peut-être découvrir certaines qu'on ne connaît pas encore. Et enfin, on a le LHCb, Large Hadron Collider Beauty Experiment. Lui, son objectif, ça serait de comprendre pourquoi avant le Big Bang, il y a autant de matière que d'antimatière et pourquoi notre univers n'est composé que de matière. Donc ça, c'est un questionnement que se posent des scientifiques et on espère y répondre grâce au LHCb. Et je vous ai dit que ces 4 expériences étaient complétées par 3 autres.
Les deux premières, ça va être Totem et LHCf, qui eux sont là pour étudier les hadrons qui n'auraient pas collisionné, pour voir un peu comment ça se passe pour eux. Et enfin, on a Moedal, et lui, il est là pour un truc un peu spécial. Je vous ai souvent parlé de Maxwell, et je vous ai dit qu'un monopôle n'existait pas. Que forcément, quand j'ai un pôle nord, j'ai forcément un pôle sud. Et donc Moedal est là pour voir s'il n'existe pas de particules qui n'auraient qu'un seul pôle magnétique. Et donc voilà en très gros ce que je pouvais vous dire sur le LHC. Il y a encore des dizaines d'heures de vidéos possibles sur ce sujet, tellement on peut approfondir chaque partie. Donc comme je vous dis, ça sera plus une introduction LHC, comprendre un peu comment ça marche et à quoi ça sert. Si vous avez des questions, que ce soit sur le LHC ou même sur d'autres sujets sur la physique, les commentaires sont là pour ça. Bien sûr, si la vidéo vous a plu et que ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un like pour montrer que vous avez bien aimé cette vidéo et n'hésitez pas à actionner la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Bon, il reste un dernier point quand même avant. Putain, il m'a fait peur ce con.